Je vais, pour commencer, passer la parole à Stéphane Le Noël, qui est membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Voilà, Stéphane, si tu veux commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire porter mon intervention à la fois sous ma casquette de la Ligue des droits de l'homme, mais effectivement, il y a beaucoup de sécano-dionysiens. Et moi, je suis un produit importé du fin fond de la Bretagne, Quimper, donc essayer de donner aussi une vision de cette problématique des inégalités territoriales qui aujourd'hui sont vraiment globales à l'échelle du pays. Et puis également, je suis fonctionnaire territorial et sur la question des inégalités territoriales, j'ai 2-3 choses que je peux vous faire partager. Déjà, un premier élément de mon intervention, c'est de rappeler qu'il y a 2 niveaux dans la question de l'accès aux droits et de la question des inégalités territoriales. Il y en a une première qui est sur le contenu de ces droits et le deuxième sur les moyens d'y accéder. On a le fond et l'effectivité. Même si aujourd'hui la question de l'effectivité de l'accès aux droits devient une vraie question de fond. Sur le contenu, ce n'est pas forcément le cœur de ce débat, même si on aura l'occasion d'y revenir. Mais il faut être bien conscient qu'il y a bien ces 2 attaques sur les droits économiques et sociaux. J'ajouterai également les droits environnementaux. Bien sur le contenu, avec vraiment une casse finalement des droits qui peuvent être donnés. Et le deuxième, c'est comment on accède à ces droits. Parce qu'il faut bien être conscient qu'on pourra poser tous les droits du monde si l'effectivité d'accès à ces droits n'est pas assurée, ça va être extrêmement compliqué. On peut prendre l'exemple de la question du RSA. Le RSA existe. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de personnes n'y ont pas accès parce que les démarches sont compliquées, parce qu'il n'y a plus forcément une antenne avec des travailleurs sociaux en capacité de pouvoir aider les gens pour accéder à leurs droits. Donc on est vraiment sur ces deux niveaux. Finalement, le 93, les quartiers défavorisés des villes de province ou en région parisienne, la ruralité, les inégalités territoriales sont criantes. Avec des mécanismes, s'ils divergent parfois, aboutissent à peu près au même résultat. C'est-à-dire l'incapacité d'accéder à ces droits sur une portion du territoire. Avec là aussi un postulat de départ, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, sur cette question de la discrimination. On est dans des logiques républicaines, on a beaucoup pensé égalité, égalité. À la limite, on est dans des égalités numériques et statistiques. Si on a des couvertures statistiques en termes de couverture par des fonctionnaires, on pourra toujours nous rétorquer, il n'y a aucun souci, finalement, vous pouvez accéder aux droits. Sauf qu'à partir du moment où il y a des inégalités qui préexistent, c'est extrêmement compliqué de pouvoir accéder à ces droits. Comment réaliser l'égalité quand on ne tient pas compte des inégalités qui existent à la base? Je prendrai quelques exemples pour l'illustrer. Il y en a un qui est assez criant, qui est la question du droit à la mobilité. La capacité qu'ont les gens de pouvoir se rendre d'un point A à un point B. Suivant votre situation sociale, le quartier où vous êtes, vos besoins ne sont pas les mêmes. Quand vous êtes dans un quartier plutôt favorisé, où la question se pose de savoir si vous allez prendre le dernier SUV de la marque BMW ou Mercedes, la question de l'accès au transport collectif ne se pose pas dans les mêmes termes que si effectivement vous êtes dans le 93 ou si vous êtes en milieu rural. Et donc de ce point de vue, il y a un premier biais. Cette question du droit à la mobilité, il est extrêmement important sur l'accès au droit. Je vais donner un exemple qui lie à la fois la question du logement et la question de la mobilité. Qu'on peut voir à mon avis en Seine-Saint-Denis, qu'on voit beaucoup en milieu périurbain, voire urbain. On propose de construire des logements sociaux à la campagne. C'est très bien, il faut que tout le monde prenne sa part de logement social. Sauf que les gens n'ont pas de voiture, sauf qu'il n'y a pas de ligne de bus. Comment arriver à faire l'effectivité des droits économiques et sociaux quand il n'y a pas ces éléments-là? De ce point de vue, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est bien une négation
de la notion de service public. Et peut-être sur les transports, on le voit de manière extrêmement forte. Qu'est-ce qui s'est joué avec le statut de la SNCF? Ce qui s'est joué avec le statut de la SNCF, c'est bien cette question d'un service public de transport collectif fondé sur la solidarité qui permet de pouvoir répondre à des questions d'inégalité territoriale. On a la même chose avec d'autres modes de transport collectif. Et là-dessus, c'est la réhabilitation bien de la notion de service public qui est extrêmement importante. Le service public, ce n'est pas des fonctionnaires et des moyens. Le service public doit répondre à une question très simple. Il y a un certain nombre de droits, de biens collectifs que la société a décidé de distribuer aux uns aux autres sous forme d'une solidarité. Et c'est bien ça qu'il faut réhabiliter. Peut-être qu'une des clés dans le combat, c'est bien cette défense du service public. L'accès aux services de proximité. Là encore, le service public, fondé sur l'égal accès, est nié. C'est la gouvernance par les nombres. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est la question de la statistique. Est-ce que vous êtes couvert ou pas par un service public? Deux exemples sur cette question de la rentabilité qui est devenue une espèce de point cardinal. La Poste. La Poste, le service public de la Poste, ça n'était pas qu'envoyer le courrier. C'était aussi l'animation dans un quartier. C'était un relais qui faisait société, qu'il fait aussi en milieu rural. Alors aujourd'hui, on nous répond, mais attendez, vous inquiétez pas, il y a toujours un service public universel de la Poste, et puis on va vous mettre des agences postales qui seront portées par les mairies. Ça n'est pas le service public. Il y a un service public à plusieurs vitesses, selon l'endroit où l'on habite. La question de la Poste, j'en ai parlé. La question de la santé. Et là, les éléments sont extrêmement criants. Les déserts médicaux. Dans le 93, s'il y a bien un département qui connaît cette notion de déserts médicaux, c'est bien le 93. Mais c'est aussi le cas ailleurs, de déserts médicaux dans lequel, là aussi, la question du service public de santé doit être posée. Au fin fond de la campagne, dans le 93, pour pouvoir accéder à ce droit à la santé. Deux phénomènes jouent en ce moment sur cette question de la santé. Il y a le contenu des droits, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est le démantèlement progressif du système de santé tel qu'on l'a connu, fondé sur la solidarité, fondé sur un financement collectif pour accéder à des soins selon ses besoins. Ça, c'est le premier niveau, il faut se battre dessus. Le deuxième, c'est la mainmise d'une vision totalement gestionnaire de la question de la santé. Avec, alors je vais vous donner un exemple et la façon dont certains ont pu lutter là-dessus. Au fin fond de mon Finistère, il y a une maternité qui devait fermer dans une ville. Il fallait, si on était à moins d'une demi-heure de la maternité, d'une maternité, l'autre maternité pouvait fermer. Ce qui est quand même très con de se dire qu'on va prendre la statistique par rapport à l'heure de route. Eh bien, la maternité ne va pas fermer, et grâce à Édouard Philippe, oui, et M. Macron. Vous voulez savoir comment? Eh bien, tout simplement, depuis le 1er juillet, il faut rouler à 80 km/h. Eh bien, les militants qui se battaient pour la non-fermeture ont juste dit que ça faisait plus d'une demi-heure quand on passait de 90 à 80. Je ne sais pas si ça va permettre de sauver la chose, mais voilà. Je pense qu'il faut aller le chercher dans tout, et y compris dans le droit, pour faire valoir ses droits. Donc, j'ai parlé de la santé. Un dernier point dans mon propos, sur l'accès aux droits et les inégalités territoriales. Il semblerait qu'il y ait maintenant une espèce de baguette magique qui a été inventée, qui s'appelle la société numérique et la dématérialisation. Un point sur lequel il va falloir faire extrêmement attention, qui justifie aujourd'hui qu'on ferme des bureaux de poste, qu'on ferme des centres des impôts, qu'on ferme des services publics, en indiquant, c'est très simple, on vous a amené la fibre, remplissez des formulaires, des algorithmes, et vous aurez l'accès à vos droits. Je crois que là aussi, il y a un combat à porter pour bien montrer que le service public, ça ne peut pas être des algorithmes, et que le service public a la nécessité d'un service de proximité, en accueil de proximité, qui permettent aux gens de faire valoir leurs droits et d'être aidés. Parce que là aussi, partir sur le postulat que tout le monde maîtrise l'accès au numérique, c'est une faute extrêmement grave. Et là, je pense qu'il y a un vrai combat
pour ne faire que le service public numérique ne soit pas un service exclusif. Je finirai mon propos sur un autre constat de quelque chose qui est en train de se passer sur les inégalités territoriales. Une vraie bombe à retardement, c'est la question de la loi Elan et du secteur HLM. Sur le secteur HLM, Macron demande la baisse des APL et puis se rend compte que ça va quand même être compliqué et demande aux offices HLM de financer cette baisse des APL. Comment il a réussi à faire financer cette baisse des APL, sachant que les offices HLM se retrouvent à ne plus pouvoir investir. Avec la baisse des APL qu'ils doivent compenser, c'est des milliards d'euros de fonds propres qu'ils ne peuvent plus développer. Eh bien, c'est par de la dette. Ils demandent aux offices HLM de faire de la dette pour reconstituer leurs fonds propres et de pouvoir financer ces offices HLM et ces investissements. Une vraie bombe à retardement pour l'ensemble des offices HLM de France qui va, là encore, avec un effet retard, exploser complètement les territoires et creuser encore un peu plus la question des inégalités. Parce qu'une fois qu'on a enlevé l'accès à la santé, l'accès au logement, l'accès aux différents services publics, il ne reste plus rien. Donc, je vais finir là mon propos en disant que c'est bien sur la question de cet accès aux droits, sur ce contenu des droits, sur la réhabilitation de la notion de service public, se battre aussi contre la chimère de la société numérique, qu'il faut porter nos attaques ensemble et certainement pas de manière isolée. Merci. Merci Stéphane. Et d'ailleurs sur le numérique, c'est un constat qui a été fait par une institution constitutionnelle, puisque c'est quelque chose que le défenseur des droits a lui-même reconnu, le fait que le tout numérique ne pouvait pas répondre aux besoins et à l'accès aux droits. Je vais passer la parole maintenant à Adeline Grippon de Médecins du Monde Île-de-France. Bonjour, donc je suis la coordinatrice de la mission banlieue. Donc Médecins du Monde, c'est une ONG composée de militants actifs dans le domaine de la santé en France et à l'international. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mission banlieue qui se situe en Seine-Saint-Denis. Et je vais vous donner, alors je pourrais rester à parler des heures des inégalités parce qu'on en constate tous les jours. Je vais essayer de diminuer mon propos à 3 grandes inégalités qu'on constate. La première, qu'on vient de parler à l'instant, c'est les inégalités de soins. Et c'est une inégalité territoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, on constate que l'offre de santé est beaucoup plus petite qu'ailleurs. On est saturé. On constate aussi que, par exemple, les PASS, qui sont les permanences d'accès aux soins et à la santé, pour les personnes qui, en France, n'ont pas de sécurité sociale, sont bien moins nombreuses que, par exemple, de l'autre côté du périph', à Paris. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui vivent en Seine-Saint-Denis à être obligées de les envoyer pour se faire soigner à Paris, dans les PASS parisiennes, puisqu'en Seine-Saint-Denis, elles sont saturées. À Médecins du Monde, donc à la mission banlieue, on a un centre de soins, donc un CASO. C'est un centre d'accueil, de soins et d'orientation. On y reçoit toutes les personnes qui n'ont pas accès aux soins en France. Donc, dans la région, c'est les personnes qui sont refusées dans les structures de santé. C'est les personnes aussi qui n'ont pas accès à la sécurité sociale. Et pour ça, on va essayer de les aider, et ça me fait passer à mon deuxième point, à l'accès aux droits. Ça veut dire l'accès aux droits, l'accès à avoir une sécurité sociale. Donc avec la PUMA, pour les personnes en situation régulière, françaises ou étrangères en situation régulière, et ce qu'on appelle l'AME, l'aide médicale d'État, pour les personnes en situation irrégulière. Et c'est là, en termes d'inégalité à l'accès aux droits, où on la voit la plus flagrante. Aujourd'hui, quand on veut demander l'AME, c'est très compliqué. Puisque si on est en situation irrégulière, on n'est pas forcément au courant de l'aide médicale d'État. Donc on ne sait pas. Donc quand on ne sait pas son droit, on ne peut pas le demander. Deuxièmement, pour le compléter, les demandes sont très compliquées. Il faut remplir un CERFA en français qui, je vous avoue, n'est pas très clair. La première fois que j'en ai rempli un, j'ai fait 3 erreurs dessus. Chaque erreur, c'est classé sans suite. Après, il y a des documents à demander. Il faut une domiciliation. Domiciliation, c'est le fait d'avoir une adresse. En France, on sait très bien que c'est très compliqué si on n'a pas d'adresse. On ne peut pas demander la CAF, on ne peut pas demander les bourses étudiantes, on ne peut pas demander l'AME. Sans adresse en France, sans adresse postale, on ne peut rien demander comme droit. Donc il faut une adresse. En général, quand on est en situation irrégulière et qu'on n'a pas une assistante sociale pour aider, on squatte chez des gens, on vit à la rue. Donc l'adresse, c'est très compliqué de l'avoir.
Et la dernière demande qu'il faut, la dernière pièce jointe, c'est une attestation de présence de plus de 3 mois sur le territoire. Je vous laisse imaginer, quand on est en situation irrégulière, on évite de laisser des traces. Donc les gens, ils n'ont pas cette attestation officielle. Et donc pour l'avoir, souvent, le seul moyen, c'est Médecins du Monde. C'est-à-dire qu'ils viennent à Médecins du Monde se faire soigner. Ce jour-là, on leur fait une attestation de présence. Mais alors, ça veut dire que comme il faut qu'elle soit de plus de 3 mois, il va falloir attendre 3 mois pour demander l'aide médicale d'État. Même si ces gens sont de plus de 6 mois, 1 an sur le territoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, une personne en situation irrégulière qui veut demander l'aide médicale d'État, sans passer par une structure associative pour l'aider, ou sans avoir l'aide d'une assistante sociale, d'une structure publique, il est quasiment impossible de demander l'aide médicale d'État. Et donc en termes d'inégalité, la preuve est faite. De plus, on remarque de plus en plus dans le 93 que la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie, qui valide les demandes d'aide médicale d'État, est de plus en plus stricte et va même, je dirais, chercher la petite bête et décaler les dossiers. Puisque quand on fait une demande, la CPAM a 1 mois pour répondre en demandant des pièces complémentaires. Souvent, les pièces complémentaires, je vous donne l'exemple qu'on reçoit le plus en ce moment. Veuillez prouver que vous n'avez pas fait de démarche en préfecture. Alors expliquez-moi comment on peut prouver quelque chose qu'on n'a pas fait. Déjà, les gens aujourd'hui qui font des démarches en préfecture ont du mal à avoir un récépissé. Alors imaginez les gens qui ne font pas de démarche, c'est impossible. Mais ça veut dire qu'il faut répondre et on est reparti pour 1 mois. En attendant, les gens n'ont pas de sécurité sociale. Donc c'est vraiment ce qu'on constate de plus en plus. Une autre inégalité que je voulais parler, qui n'est pas liée au territoire, mais qui est vraiment liée à la discrimination, et qu'on parle très peu en ce moment, c'est les personnes qui vivent en bidonville. Aujourd'hui, on a quand même encore plus de 5000 personnes en France qui vivent dans les bidonvilles, une grande partie en Seine-Saint-Denis. Et le dernier communiqué de presse de Rome Europe montre 37 expulsions dans l'été. 37 expulsions, ça veut dire une expulsion tous les 3 jours. Alors c'est quoi une expulsion ? C'est simple, c'est la police ou la préfecture qui viennent, qui arrivent en général le matin à 5 heures dans les cabanes des bidonvilles. Donc il y a des familles, souvent dans un bidonville, la moitié sont des enfants, qui laissent une demi-heure aux gens pour prendre ce qu'ils peuvent prendre à la main. Et après, il y a un bulldozer qui passe et qui détruit tout. Donc les gens se retrouvent à la rue. Alors, quelques personnes sont quand même relogées en hôtel. Mais en général, c'est un hôtel au fin fond de l'Île-de-France, au fin fond du Val d'Oise, alors que les enfants, les soins sont dans le quartier. Je vous donne un exemple que vous connaissez peut-être tous, c'est l'expulsion de Porte des Poissonniers. Donc Porte des Poissonniers, ça se situe entre Porte de la Chapelle et Porte de Clignancourt. Donc c'est à vol d'oiseau, très près d'ici. 4 expulsions en 3 ans, de plus de 300 personnes à chaque fois. Ça prouve bien que l'expulsion ne sert à rien. Et c'est là, en termes d'accès aux droits, c'est même pire. Puisque les gens, quand ils sont installés sur un terrain, je vais donner l'exemple d'une expulsion qui est arrivée l'année dernière à la Courneuve. Les mamans étaient suivies pour leur suivi grossesse à la protection maternelle infantile. Les enfants, certains étaient scolarisés. Quand on expulse, les gens repartent avec leurs valises et vont reconstruire des cabanes plus loin. Manque de peau, c'est plus sur la commune de la Courneuve. Ça peut être sur Saint-Denis, sur Pierrefitte. Et alors là, il faut tout recommencer. Les enfants ne peuvent plus être scolarisés à la Courneuve. Il faut refaire une demande à côté, à Saint-Denis par exemple. Il faut refaire des demandes à la protection maternelle infantile. Donc le parcours de soins est cassé, le parcours Pôle emploi est cassé, la scolarisation est cassée. Et on recommence tout. Vous pouvez imaginer que quand on est expulsé 3 fois dans l'année, et bien à la fin, on arrête de faire la demande de scolarisation. On arrête de faire la demande de soins et on arrête d'aller à Pôle emploi. Et ça précarise encore plus les gens et on les exclut encore plus. Donc, pour essayer de passer un peu sur un côté positif quand même, parce que là, je vous fais un constat très négatif, il y a quand même beaucoup d'actions militantes. Et celle dont je vais vous parler, c'est celle que je connais le mieux, c'est celle de Médecins du Monde en Seine-Saint-Denis. À Médecins du Monde, en mission banlieue, on est 100. 100 militants, on est 8 permanents, donc 8 permanents, 8 salariés, et les autres, il y a plus de 90 bénévoles. Des bénévoles médecins, des bénévoles infirmiers, des bénévoles accueillants qui viennent. Et la mission, elle fonctionne grâce à eux. Et nous, notre technique de plaidoyer, c'est donc soigner pour témoigner. Et comme on dit souvent à Médecins du Monde, on soigne aussi l'injustice. C'est-à-dire qu'on ne va pas
on est contre les dispensaires. On ne va pas soigner les gens et prendre le rôle de l'État. Puisqu'aujourd'hui en France, on est en France, il y a un gouvernement, il y a un État, il y a des responsabilités. Et donc, c'est-à-dire qu'on va soigner en urgence les personnes pour les orienter vers le droit commun, les orienter à l'hôpital de La Fontaine, les orienter au centre de santé. On n'est pas là pour prendre la place de l'État. Et si aujourd'hui les associations prennent la place de l'État, l'État va se défausser. Et ce qui est important, c'est de continuer à orienter et de pousser et de forcer et de témoigner. Et on a quand même quelques exemples qui fonctionnent aujourd'hui. On a par exemple l'exemple de la domiciliation. Alors, Dom Asile, le Secours catholique et Médecins du Monde, on a attaqué en justice l'année dernière la ville de Bobigny, puisque ça faisait plus de 30 ans que la ville de Bobigny refusait de donner une adresse aux gens sur leur territoire, ce qui est une obligation légale. Après de nombreuses discussions qui n'ont pas abouti, on a attaqué en justice. En fait, on n'est pas allé jusqu'à la condamnation, on a eu un non-lieu, puisque la ville de Bobigny a décidé d'ouvrir un centre de domiciliation pour domicilier les gens sur leur commune. Donc ça veut dire qu'on a un accès au droit qui s'est ouvert à Bobigny. Donc aujourd'hui, les personnes sans accès à l'adresse peuvent en théorie, je dis bien en théorie parce que maintenant il faut tester la pratique, aller se domicilier à Bobigny. Et donc ça, c'est une première victoire. Maintenant, il va falloir tester la pratique, c'est-à-dire envoyer les gens et vérifier que ça fonctionne. On a aussi un exemple qui vient de marcher grâce à la Voix des Roms. C'est la condamnation de l'État pour l'expulsion de Gennevilliers de l'année dernière. L'année dernière, il y a eu une expulsion d'un bidonville, donc de cabanes de plus de 100 personnes, qui a été expulsée illégalement. Et c'est ce qu'on constate aussi aujourd'hui. C'est que les bidonvilles, la police les considère, certaines communes, comme des zones de non-droit. C'est souvent des personnes d'origine roumaine qui sont les plus précaires possibles. Donc on se dit, on peut les expulser, personne ne va réagir. Là, grâce à la Voix des Roms, grâce à des avocats, on a pu faire condamner l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une jurisprudence qui dit non, on n'expulse pas les gens comme ça. Et donc ça, c'est quand même des exemples qui prouvent qu'on peut faire agir, qu'on peut faire réagir. Et pour finir, comme on pousse sur un acteur de changement social, j'ai un petit exemple à vous donner qui fonctionne bien. C'est une innovation qui est sur la ville de Saint-Denis. Ça s'appelle une passe de proximité. Donc c'est une permanence d'accès aux soins et à la santé, comme dans les hôpitaux, mais qui a été montée par la ville de Saint-Denis dans les centres de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui n'a pas l'accès aux soins, qui n'a pas de sécurité sociale, peut aller dans un des centres de santé de Saint-Denis et va quand même avoir accès à un médecin sans payer. Ça va être sur le budget de la passe de la ville de Saint-Denis. Et là, le personnel du centre de santé va aider la personne à ouvrir ses droits. C'est ce que fait Médecins du Monde, en fait, ouvrir des droits. Sauf que là, la grande différence, c'est que c'est un centre de santé d'une ville. Et donc ça, c'est la solution, en fait. Et nous, Médecins du Monde, on a participé à la création de cette passe de santé. Et aujourd'hui, beaucoup d'autres villes commencent à les développer en Seine-Saint-Denis. Et ça, c'est un élément qui fonctionne, en fait. Parce que si on n'aide pas les gens à obtenir leurs droits, ils n'iront pas se faire soigner. Et donc, du coup, là, on a toute la précarité qui s'annonce. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Adeline. Je vais passer la parole maintenant à Laurence Barre de la CGT Éducation de Seine-Saint-Denis. Oui, bonjour. Donc je vais resserrer le focus peut-être un petit peu sur le volet éducation nationale, l'accès au droit à l'éducation nationale. Voilà, donc je travaille sur ce territoire depuis 20 ans comme enseignante dans le 93 et notamment coordonnatrice pour la mission lutte contre le décrochage scolaire. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais il est paru il y a très peu de temps, il a été publié le 31 mai dernier, un rapport parlementaire diligenté par notre nouveau Parlement, sur les stratégies qui s'intitule « Pour une véritable stratégie en Seine-Saint-Denis ». Alors, je ne vais pas vous faire le succédané, le résumé de ce rapport, mais il fait 100 pages, hein, donc on peut aller regarder au moins les chiffres qui sont quand même assez parlants. Mais moi, c'est pas ce que j'ai retenu là pour aujourd'hui. Ce que je retiens pour aujourd'hui, c'est que dans ce rapport, il est clairement expliqué qu'aujourd'hui, la Seine-Saint-Denis, c'est devenu l'Eldorado des grands groupes industriels et financiers. On a en Seine-Saint-Denis
c'est le territoire en France où est fait le plus d'investissements en ce moment, avec le Grand Paris, avec les JO. Voilà. Aujourd'hui, c'est en Seine-Saint-Denis que toutes les entreprises investissent, quel que soit tout secteur confondu. Voilà, ça va de la banque, en passant par Darty, Veolia, SFR, etc. Bon, j'en passe, avec Roissy, enfin voilà. Or, la Seine-Saint-Denis reste le territoire le plus pauvre, voilà, le territoire où il y a le plus grand échec scolaire, voilà, voilà. Et donc, que faire pour que cet investissement bénéficie aux habitants qui ont droit, voilà, de la Seine-Saint-Denis? Et évidemment, je suis enseignante, l'idée qui vient en premier, c'est et l'école. L'école doit être un levier. Voilà, on est aussi le territoire le plus jeune. Hein, voilà. Donc l'école, c'est un levier pour permettre, ça doit être un levier pour permettre l'accès, effectivement, des habitants à ces investissements, parce qu'on a aussi le taux de chômage le plus important. Enfin bon, vous savez tout ça. Alors, là, pour le coup, j'aurais 2 listes à l'après-vert à faire. Alors, je vais essayer de me limiter à 7 minutes d'intervention, mais c'est compliqué. J'ai 2 listes à l'après-vert. J'en ai une de l'état des lieux de la situation actuelle de l'école en Seine-Saint-Denis. Et j'en ai une seconde qui est toutes les mesures qui nous tombent au quotidien sur la casse de l'école au niveau national. Voilà. La privatisation de l'école et la casse de l'école comme on a cassé toutes les autres fonctions publiques. J'habite la Courneuve. Pour vous dire, samedi dernier, on avait un repas sympathique en extérieur pour préparer la fête de l'UMA, etc. Et j'ai une habitante qui vient me voir, qui me dit « Tiens, j'ai croisé mon facteur tout à l'heure, et puis je lui ai dit « Tiens, mais je comprends pas, je suis contente de vous voir, mais là, je pense que vous avez pensé que ma boîte aux lettres était en vacances, parce que ça fait 1 mois et demi que je ne reçois pas de courrier. » Voilà. Donc effectivement, pour reprendre, illustrer un petit peu ce que tu disais sur l'accès à la poste, hein, voilà. Donc effectivement, nous, en Seine-Saint-Denis, on a des zones complètes où il n'y a plus de distribution de courrier, par exemple. Et bien pour l'école, c'est tout aussi catastrophique. Alors on est champion toute catégorie. Alors, je vais commencer par les mesures gouvernementales. Et puis, si j'ai le temps, je vous ferai peut-être la liste des choses absolument aberrantes qu'on vit au quotidien quand on est enseignant aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Alors, aujourd'hui, on nous annonce CAP 22. Alors, CAP 22, c'est le rapport de l'État, voilà, sur la nouvelle mise en marche proposée de l'administration de l'État. Voilà. Et dans cette administration de l'État, il y a évidemment un grand volet éducation nationale, puisqu'on est voilà, en nombre, en tout cas le plus grand nombre de fonctionnaires d'État. Ouais. Alors là, les recettes, alors là, c'est évidemment la faute de l'échec de l'éducation nationale, comme on l'a fait par ailleurs avant pour les autres fonctions publiques, c'est de la faute évidemment des enseignants, voilà, qui sont trop gâtés, qui ne travaillent pas assez. Voilà. Faut savoir qu'un enseignant qui débute dans le métier aujourd'hui, il gagne 1,25% du SMIC. Voilà. Que la tâche est rude, hein, chez nous. La preuve, c'est que on est aussi le territoire où on a le plus grand nombre de jeunes profs, puisque c'est quand on est issu du concours et qu'on n'a pas de points pour pouvoir muter qu'on est là, quoi. Donc le plus grand nombre de néo-titulaires, voilà. Mais on a aussi le plus grand taux, après Mayotte, en France, de professeurs contractuels. Professeurs contractuels, sur l'académie de Créteil dans le secondaire, c'est 15%. Donc 15% des profs du secondaire sont contractuels sur l'académie de Créteil. C'est beaucoup plus important sur la Seine-Saint-Denis. Voilà. 3% dans le premier degré. Voilà. En maths, par exemple, vos professeurs de maths collège-lycée, il faut savoir que le taux de contractuel en maths, c'est 30%. Voilà. Donc,
c'est bien connu. Alors, donc l'idée, c'est effectivement donc, d'augmenter le temps de travail des profs de 5 heures. Alors, je vous rassure, hein, ils les font déjà leurs 5 heures. Parce que de toute façon, ils sont tous obligés, parce qu'il en manque des profs, de faire 5 heures sup, quasiment tous. Bon, on en a 2 obligatoires qu'on est obligé de prendre et qu'on ne peut pas refuser. Mais voilà, il faut savoir que malheureusement, tout le monde en fait plus. Voilà. Deuxième, il y a quasiment aucune autre proposition, il faut le savoir, pour améliorer effectivement la situation de l'école en France dans ce rapport. Il y a un autre grand chantier qui vient d'être ouvert, dont vous entendez peut-être parler, et il y a une manifestation qui se prépare le 27 septembre prochain. C'est sur le haro, sur les lycées professionnels. Voilà. Cette formation professionnelle que tous les pays aux alentours nous regardent avec envie. Voilà, voilà. On est en train de la casser. Voilà. Donc, pour aller vers tout apprentissage, le tout apprentissage, hein, alors voilà, donc baisse de la dotation horaire, baisse de la taxe d'apprentissage, voilà, et effectivement beaucoup d'argent pour aller vers, pour essayer, voilà, de forcer les élèves à aller vers l'apprentissage, sachant que, alors ça c'est pas moi qui le dis, c'est le préfet, mais que ça fait des années qu'on nous ressort cette soupe qu'il faut que les élèves aillent en apprentissage, mais que moi je suis coordonnatrice de la lutte contre le décrochage scolaire, donc j'ai des gamins voilà, en décrochage avec lesquels on travaille une éventuelle poursuite d'études, parfois en apprentissage quand c'est ce qu'ils veulent faire, mais on n'y arrive pas. Voilà, parce que les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, ben, pour l'instant, elles ne veulent pas embaucher les jeunes du territoire. Alors, excusez-moi, je suis un peu... Voilà, alors, si, autre volet de CAP 22, c'est la formation. La formation des enseignants, ils ne sont pas assez bien formés. Ben oui, 15% de profs contractuels qui, le 31 juillet dernier, ne savaient pas dans quelle classe ils seraient, voilà, dans quelle école, etc. Oui, et qui, encore cette semaine, font la queue pour un certain nombre d'entre eux devant le rectorat pour savoir où ils vont pouvoir être affectés, sachant que, évidemment, en plus, par ailleurs, alors que leur contrat s'est terminé dans l'été ou au 31 août, ils n'ont pas leur attestation chômage pour s'inscrire à Pôle emploi parce que ce serait trop facile, parce que j'ai parlé des enseignants, mais les administratifs, il faut le savoir aussi, sont... le taux de contractuels chez les administratifs est énorme. Voilà, c'est aussi autour de 30%, que dans le service du rectorat qui gère les professeurs contractuels, ils sont une petite quinzaine, il y a la moitié de contractuels, que ces contractuels administratifs sont payés au SMIG, sont sur des contrats à 70%, donc on truande un petit peu, c'est-à-dire que pour les faire travailler à temps plein, ben, on leur fait un emploi du temps à temps plein, mais sur 10 mois. Et après, on les envoie 2 mois... on les envoie 2 mois à Pôle emploi, voilà, pendant l'été, quand il faut faire les affectations, parce que sinon, c'est pas drôle. Voilà, et que c'est tellement formidable de travailler là, qu'à la rentrée, là, il y avait 6 des personnels de ce service du rectorat, qui est en plein boom quand même, voilà, qui étaient absents. Voilà. Et que dans l'été, par exemple, sur les profs d'anglais, et on sait ô combien on a besoin, on manque de profs d'anglais, en 2 mois, il y a 3 personnes qui arrivaient sur le poste, quoi. Donc, je ne sais plus, oui, donc la formation des profs qui n'est pas bonne, au lieu, voilà, ce qu'ils ont trouvé, c'est que elle n'est pas bonne, mais elle coûte quand même trop cher. Donc, on va passer la formation des enseignants, alors, au lieu de les recruter en Master 1, on va les recruter en Master 2. Voilà. Et puis leur stage, on va leur faire en apprentissage, ça coûte moins cher, on les payera, ça va effectivement coûter beaucoup moins cher. Voilà. Ce qui ne va pas résoudre grand-chose. Alors, il faut savoir aussi qu'on casse l'école en n'y mettant pas les moyens. Voilà. Donc là, par exemple, jeudi, j'étais devant le rectorat toujours, il y avait un lycée qui était là, lycée Apollinaire de Thiers. Et les profs faisaient manifester devant le rectorat parce que donc c'est un LGT.
voilà, en fin d'année dernière, quand on a discuté des AG, on a augmenté les seuils des classes. Ils sont passés de 25 à 35. Voilà. Et sauf que les salles, elles ne peuvent pas accueillir 35 élèves. Voilà. Il manque 4 lycées dans le département. Donc il faut que je me dépêche, c'est ça bon. Diminution des besoins, pour les UPE2A, les assistants sociaux, tout secteur confondu. Enfin, c'est vraiment les CPE, les AS, enfin, les ULIS. On nous parle d'intégration, les ULIS, les CPA12, la grande rigolade. CPA12 en 93, mais il y a 68% des écoles qui ne pouvaient pas le faire. Déjà, ça a été décrété au mois de juillet, fin juin. Sans les collectivités territoriales, donc les écoles, on n'invente pas des salles comme ça. Donc à la DSDEN dans le 93, on nous a dit mettez des paravents. Alors c'est une mesure totalement phare mais débile. Je veux dire que tous les professionnels dans le premier degré, ils avaient mis en place un dispositif qu'on appelle plus de maîtres que de classes. Donc 1 mètre de plus dans les écoles qui permet de faire des petits groupes et de prendre les gamins pour pouvoir travailler avec eux et essayer de leur faire rattraper. Voilà. Donc on a cassé ça parce que ça s'est fait sans moyens. Voilà. On a mis les collègues à 2 dans une même salle avec un paravent. Voilà. Et ceux qui n'ont pas voulu faire comme ça, les IEN, enfin les inspecteurs, sont venus retirer les personnels. D'accord. Alors, bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la situation. Alors, médecine, il y a un médecin dans le 93 quand même, parce qu'il faut savoir pour les personnels, il y a un médecin à la retraite pour les 100 000 personnels de l'éducation nationale dans le 93. Les consultations se font par téléphone. La médecine scolaire, il n'y a plus les visites médicales d'entrée en CP obligatoires. Il n'y a plus les visites médicales d'entrée au lycée, ou quand même, quand on va en section Indus, il faut peut-être mieux s'assurer quand même qu'on puisse y aller et qu'il n'y ait pas... voilà, donc tout est comme ça. Bon, la pédagogie, je ne vous en parle pas, le livret de compétences, vraiment. Donc, alors, dans les choses qui se mettent en place... donc il y a eu évidemment des intersyndicales, des regroupements devant la préfecture avec les usagers. Il y a la manif du 27 octobre et on vient d'apprendre que Blanquer vient à Saint-Denis jeudi prochain à l'invitation des Francas et du maire de la Courneuve. Et j'espère qu'on va pouvoir lui faire un accueil digne de ce nom. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Je passe la parole tout de suite à Damien Boussard de la coopérative des idées 93 et puis ensuite il y aura l'intervention de Marie-Christine Vergia pour terminer. Merci beaucoup, bonjour à tous. J'ai envie de souffler le chaud et le froid avant de commencer. Le chaud et le froid parce qu'en tant que représentant de la coopérative des idées du 93, je suis représentant d'une association d'éducation populaire. Et sur le terrain, il se passe des choses formidables. On rencontre des gens qui ont énormément de choses à dire, qui ont des témoignages et qui sont pauvres et qui sont même parfois très pauvres dans la précarité et qui s'engagent et qui militent et qui ont des choses à dire. Et en fait, je vous invite déjà à aller voir sur le site du Facebook de la coopérative des idées, de vous y inscrire pour avoir les informations sur les prochains événements, les prochaines conférences. Alors notre protocole, notre façon de faire, c'est pas l'éducation populaire à l'ancienne. On a voulu moderniser un petit peu les choses. Je voudrais citer ici le regretté Jack Kralit qui parlait des experts du quotidien. Et en fait, nous, on fait se rencontrer des universitaires, des syndicalistes, des politiques, des gens qui n'ont jamais fait d'associatif. Et puis, tout ça cohabite, discute. Et il n'y a pas le discours d'un côté du sachant et de l'autre, celui qui doit recevoir la bonne parole. Ou la victime d'un côté et la structure politique, étatique et associative de l'autre. Alors, pour parler plus sérieusement de notre sujet d'aujourd'hui, en fait, je vais essayer de faire la synthèse de toutes les remontées qu'on a eues du terrain, de la part des gens et des témoignages sur ce qu'ils pensent, eux, des inégalités sur le territoire. Et comme on accueille beaucoup de jeunes, beaucoup d'élèves, d'étudiants, c'est surtout leurs paroles que je voudrais faire remonter un petit peu. Donc, je vais quand même parler plus de l'école et de l'éducation et de l'accès à la culture et au savoir que d'autres choses. D'abord vous dire que le 93 c'est quand même une zone de concentration de la pauvreté. Mais alors comment on pourrait définir la pauvreté? C'est en fait mettre les gens en danger
en danger social, en danger scolaire, en danger humain. La France, rappelons-le, est la 6e puissance économique du monde. Et pourtant, on dénombre 1,2 million d'enfants pauvres dans notre pays aujourd'hui. Alors, le problème se concentre bien sûr dans certaines zones, dans certains territoires qu'on appelle marginalisés. Or, la France a une autre caractéristique. Parmi les pays de l'OCDE, c'est celle qui a la plus forte reproduction des inégalités sociales. Donc la France, finalement, notre pays et nos structures étatiques accélèrent le creusement des inégalités. Alors on fait passer ça pour la dialectique de la mondialisation, hein, marginalisation, intégration, mais finalement, le premier acteur, ce n'est pas les multinationales, hein, c'est l'État lui-même qui l'organise. Il y a urgence à faire tout pour redonner à tous, donc à tous les territoires, une égale dignité. L'exemple de l'école montre particulièrement la violence de la situation. Je voudrais par exemple rapporter l'idée que la réussite de tous, tout le monde parle de la réussite de tous, de l'école de la réussite, des cordées de la réussite. Mais en fait, il s'agit là d'un droit qui est le même sur tout le territoire. Et pour obtenir la concrétisation de ce droit, en fait, il n'y a qu'une seule chose à faire, donner plus à ceux qui ont moins. C'est le principe de solidarité. Or, à l'école, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit que le coût moyen pour l'État d'un élève en banlieue est inférieur au coût moyen d'un élève dans notre pays. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce qu'apparemment les chiffres disent le contraire. Oui, mais dans la banlieue, on fait moins d'options, donc on coûte moins cher. On a moins de professeurs agrégés qui sont payés donc plus cher que les autres, mais qu'on trouve en centre-ville, pas en banlieue, ou moins en banlieue. On a plus de profs débutants, et puis le coût d'entretien des bâtiments, qui sont jamais classés monuments historiques, hein, c'est beaucoup moins cher. Donc finalement, si l'État voulait déjà rétablir l'égalité, il financerait beaucoup plus les établissements scolaires de banlieue. Alors, la réussite de tous, c'est un droit, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce droit? Ça veut dire un droit à ambition constante. Ambition constante, c'est à peu près l'inverse des différentes réformes qu'on a vécues dans le système scolaire depuis 10 ans. Je fais une petite liste rapide. APB, admission post-bac, autonomie des établissements, mise en concurrence des bassins, réforme du bac, développement du contrôle par compétences plutôt que par les notes, contrôle continu. Toutes ces réformes, elles ont un point commun. Elles donnent en fait l'illusion de la réussite de tous. L'illusion de la réussite de tous. Parce qu'en fait, elles adaptent les exigences en fonction des territoires. Et donc, on crée un marché des territoires scolaires, ou en tout cas, on le renforce. Alors, le bac. Ben, finalement, autrefois, on pourrait dire, il y a 2-3 ans, le bac d'Henri IV valait plus cher que le bac d'Aubervilliers. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un dossier scolaire à Henri IV qui vaudra plus cher qu'un dossier scolaire à Aubervilliers. L'élève se construit dans un parcours. Il doit déjà préparer dès le début, dès le collège, sa future employabilité. Il va se fabriquer comme un produit avec comme seul objectif le débouché d'un marché du travail toujours plus exigeant. Alors, à ceux que l'État déresponsabilise, finalement, l'échec... c'est l'État lui-même qui se déresponsabilise avec cette réforme. Et j'explique en quoi il se déresponsabilise. En fait, l'échec scolaire, dans ces nouveaux protocoles d'évaluation par compétences, l'échec scolaire n'est plus l'échec de l'État ni de l'école, mais l'échec d'un territoire et d'une population qui y habite. Alors, le capital culturel des familles renforce encore plus aujourd'hui les inégalités. On a des valeurs d'établissement sur un marché, bien sûr. La formation fabrique une nouvelle carte des territoires de la République. On appelle ça une école refondée. Appelons-la plutôt une école fragmentée. Alors faire réussir les plus pauvres, c'est certainement pas niveler par le bas. C'est élever le niveau de tous. C'est là l'intérêt général. Mais c'est le contraire qu'on organise. Alors, est-ce qu'on a finalement en France une préférence pour l'égalité? Ça, je cite le livre de François Dubet. Et bien finalement, une partie de la société française, et là je parle des classes moyennes inférieures, elles ont une préférence nette pour l'inégalité. Pourquoi? Je vais essayer d'expliquer rapidement. Parce que c'est elles qui ont peur du déclassement. Les classes moyennes inférieures sont terrorisées à l'idée du déclassement. Et donc, pour eux, l'école devient le terrain de la survie de classe. Et donc,
ils sont prêts à tout, ces parents de classe moyenne inférieure, pour faire déroger à la carte scolaire, pour se saigner et accéder à une école privée qui va ensuite, dans cette carte de l'employabilité, permettre finalement de garantir un bon métier et une pérennité dans cette situation de semi-bourgeoisie. Alors la mixité sociale dans tout ça, le résultat c'est que la mixité sociale, dans ce système de concurrence, devient une aberration. C'est-à-dire que les principes même de la République deviennent une aberration. Et enfin, finalement, faut donc pas blâmer les individus. Faut pas mettre en cause les gens qui veulent éviter les mauvaises écoles. C'est pas leur faute. Il faut blâmer le système qui, après des réformes successives et des politiques publiques construites pour favoriser le privé, produit ça. Alors, je finirai par quelques chiffres. En effet, on a 400 000 personnes aujourd'hui en France hébergées par des tiers. On a 140 000 SDF, 10 000 personnes dans la rue. Tout ça produit quoi pour l'école et à l'école? Une spirale qui fait que les enfants qui habitent dans ces territoires de pauvreté, dans ces familles pauvres, ne s'intègrent plus par l'école. C'est eux qui ont les difficultés scolaires, c'est eux qui méconnaissent leurs droits, c'est eux qui ne savent pas s'orienter au moment même où on détruit le système d'orientation publique des enfants. Et puis je citerai un chiffre du SAMU social de Paris. Une famille sans logement déménage en moyenne 2 fois par an. 15% des enfants qui vivent dans ces familles ne sont pas ou ne sont plus scolarisés, et il est très difficile ensuite de les amener à raccrocher les wagons. Voilà. Donc finalement, pour conclure, je dirais que l'éducation telle qu'elle est construite aujourd'hui contribue à renforcer les inégalités, que la réforme qui s'annonce, notamment la réforme du lycée, la fin du bac national avec des bacs par établissement, tout ça va accentuer et accélérer ces processus. Et donc il y a urgence, vraiment, urgence à défendre, non pas en fait un service public, on n'en est même plus là, mais à défendre les valeurs de la République. Merci Damien. Alors il nous restera très peu de temps pour le débat, mais je vais passer la parole à Marie-Christine. Marie-Christine Verjat, qui est députée européenne. Bonjour à tous et à tous. Merci à mes amis de la Ligue des droits de l'homme de m'avoir invité à ce débat. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à leurs invitations. Je vais essayer d'être assez rapide et puis je vais vous donner un regard européen puisque je suis députée européenne et essayer de montrer comment la France se situe un petit peu dans ce paysage européen. D'abord, premier constat, les inégalités s'aggravent dans toute l'Union européenne. Elles s'aggravent entre États et elles s'aggravent à l'intérieur des États. Et ce que vous avez dit sur la France n'est malheureusement que représentatif de l'ensemble de l'Union européenne. Il y a actuellement 177 millions d'Européens qui sont menacés de pauvreté. Menacés de pauvreté, ça veut dire qu'ils sont il leur manque un certain nombre d'éléments pour avoir une vie digne et normale. 167 millions de personnes, ça veut dire un Européen sur 4. Un quart de la population européenne est menacée de pauvreté. Sur ces 177 millions, la moitié sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire en dessous des 60% du revenu médian dans l'Union européenne. Le revenu médian, ce n'est pas le revenu moyen. Le revenu médian, ça veut dire que 50% de la population d'un État, ou 60%, pardon, je bascule de l'un à l'autre parce qu'il a été remonté à 60% pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc ça veut dire que 60% des gens sont en dessous de ce seuil et 40% sont en dessus. Ce seuil, il est variable d'un pays à l'autre, parce que le niveau de vie d'un État européen à l'autre n'est pas le même. Il va, par exemple, j'ai perdu mon chiffre, parce que je ne l'ai pas en tête, celui-là, de 396 € en Roumanie, 396 €, qui est le pays le plus pauvre de l'Union européenne, à 1416 € dans les pays norvégiens, les pays scandinaves. 1416 €, c'est quasiment notre SMIC. En France, le taux de pauvreté est de 13,6%, ce qui est un des plus faibles des pays les plus peuplés de l'Union européenne, le bloc des 5-6 grands pays les plus peuplés qui creusent l'écart avec
avec les autres. Les pays où la pauvreté est la plus forte, c'est là encore la Roumanie, où il y a 25% de personnes qui sont pauvres, c'est-à-dire en dessous des 40%. 22% en Espagne, 21% en Grèce, à peu près la même chose en Italie et au Portugal. Donc il y a vraiment une cassure qui se fait de plus en plus entre les pays de l'Est d'un côté, les pays du Sud et le reste de l'Union européenne. Comme cela a été dit, on est tristement en deçà des moyennes européennes en la matière. Un enfant sur 5 est pauvre en Europe. Là où la France est une exception, très modérée, c'est quand on parle du seuil de l'extrême pauvreté. La France est le pays de l'Union européenne où il y a moins de personnes en situation d'extrême pauvreté. L'extrême pauvreté, c'est 40% du revenu médian. Pourquoi? Parce qu'on est un des États de l'Union européenne où, quoi qu'on en pense, quelles que soient les dérives, notamment en Seine-Saint-Denis, les systèmes de protection sociale tiennent encore. Ils tiennent encore, notamment pour les plus pauvres. Je sais que par rapport à ce que vous vivez en Seine-Saint-Denis, ça peut vous paraître bizarre, mais ça me permet de dire qu'il y a de grands écarts à l'intérieur de la Seine-Saint-Denis. On est ici en région Île-de-France, le pays le plus pauvre, le département le plus pauvre de France, c'est la Seine-Saint-Denis. Le département le plus riche, c'est les Hauts-de-Seine, département voisin. Les écarts peuvent être considérables. On a aussi le triste privilège en France d'être le pays où le nombre de riches est le plus important. Le pays où les fameux 1% sont les plus importants et ont le revenu le plus élevé de l'Union européenne. Le nombre de ces riches croissent de plus en plus. Le nombre de millionnaires est désormais le nombre de milliardaires. Avant, nous disputions jusqu'à présent ce privilège avec le Royaume-Uni et nous n'avons, même avant le Brexit, nous sommes désormais devant le Royaume-Uni. Je pense que c'est intéressant dans le paysage. C'est intéressant parce qu'il faut montrer la diversité de l'Union européenne en la matière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de politique sociale dans l'Union européenne, ou de façon très epsilonienne. Et c'est un des objectifs de l'Union européenne qui a été laminé. Et je vais vous donner un exemple en la matière. Quand on a des stratégies européennes qui fixent un certain nombre d'objectifs tous les 10 ans. On appelait ça la stratégie de Lisbonne jusqu'en 2010. C'est devenu la stratégie 2020 pour la décennie actuelle. Comme nous n'avions pas atteint les objectifs, enfin nous, ils plutôt, n'avaient pas atteint les objectifs en matière de pauvreté en 2010, ils les ont réduits en 2020. Mais nous ne les aurons toujours, même après la réduction, nous ne les aurons toujours pas atteints en 2020. Pourquoi? Parce que la fameuse crise de 2008, celle dont nous célébrons tristement le 10e anniversaire aujourd'hui, la crise bancaire, qui est devenue la crise de la dette, a plongé les États dans des situations catastrophiques. L'exemple laboratoire, dit-on, c'est la Grèce, où la situation sanitaire, sociale est totalement dramatique, même s'il semble que nous commencions à avoir quelques espoirs de ce côté-là. Pourquoi c'est un échec de l'Union européenne? C'est un échec de l'Union européenne parce que quand on se rappelle de ce qui s'est passé dans les années 80-90, notamment quand les pays du Sud sont rentrés dans l'Union européenne, on avait pour objectif de réduire les écarts entre les différents pays de l'Union européenne. On y est à peu près arrivé dans les années 90, mais à partir de 2004 et l'entrée des pays de l'Est de l'Union européenne dans l'Union européenne, ça devient catastrophique. Et les écarts se creusent au contraire et se creusent de plus en plus. Et ces écarts, ils se creusent. Par exemple, entre les pays, ils sont de 1 à 7 entre le Luxembourg, qui est le pays le plus riche d'Europe, notamment par tête d'habitant, et la Bulgarie, qui est le plus pauvre par pays de tête d'habitant. Mais ils se creusent aussi entre les régions de l'Union européenne, pour rejoindre la thématique territoriale que vous abordiez. La région la plus riche, pour le moment,
tant que nous n'avons pas le Brexit, c'est Londres. C'est la région, y compris parce que c'est la City, ça attire un certain nombre de cadres de très haut niveau, donc c'est Londres. Et la région la plus pauvre, c'est toujours en Bulgarie, c'est la région la plus pauvre de Bulgarie. Normalement, nous avons des outils à l'intérieur de l'Union européenne qui avaient été créés pour compenser ces inégalités régionales. Ça s'appelle les fonds structurels. Ces fonds structurels, ils ont désormais été découpés en plusieurs parties. Une partie qui bénéficie déjà à des régions prospères, je dirais, pour monter des projets exceptionnels que l'Union européenne veut soutenir. Des grands projets pilotes. On peut parler par exemple de ce qui se passe autour d'ITER en matière de nucléaire. On peut passer du Grand Turin et quelques autres projets qui sont tout à fait cohérents avec le sommet de Paris sur le climat. C'est une parenthèse. Ces fonds structurels, ils ont aussi un autre biais qui consiste à dire de plus en plus que pour bénéficier des fonds structurels entre régions les plus pauvres, il faut remplir les conditionnalités en matière de réformes structurelles. Les réformes structurelles, c'est ce qui vise, comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais le dire comme ça, c'est ce qui vise à casser l'État-providence et les services publics, et notamment les services sociaux, parce qu'on a toujours en ligne de mire la question du système de santé qui doit être privatisé, la question des services de l'énergie, notamment idem, etc., etc. Et je vais conclure sur une phrase en rebondissant sur ce que vous avez dit, sur la question des responsabilités. Moi, je suis députée européenne depuis 9 ans. Ce que je constate, c'est que cette Europe est de plus en plus intergouvernementale. C'est-à-dire que les projets européens sont de plus en plus les projets que les États membres veulent bien porter au niveau européen. Et c'est sur tous les sujets de la même façon. Et on dit, c'est pas grave, c'est pas nous, c'est la faute à l'Union européenne. Alors que c'est faux. Le Portugal est en train de nous montrer l'exemple d'ailleurs pour ce qui concerne les retraites et la couverture sociale, puisqu'ils ont refusé de céder aux recommandations de l'Union européenne. Et ce sont des recommandations, ce ne sont pas des directives et des règlements. Donc il y a possibilité de jouer. Mais c'est tellement plus facile de dire c'est la faute à Bruxelles, c'est la faute aux technocrates de Bruxelles. Et donc j'attire votre attention parce que nous sommes en veille de période électorale sur cet élément-là, sur ce qu'il va vous être raconté en la matière, parce que moi je pense toujours qu'il est possible de construire une Europe sociale à condition que les États membres en ont la volonté. Or aujourd'hui c'est exactement l'inverse qui est en train de se produire, et ne vous laissez pas piéger par le discours de notre président de la République qui se met dans le camp des progressistes contre les nationalistes. Des progressistes dans son genre ne font qu'alimenter le lit de la montée du nationalisme et de l'extrême droite. Merci beaucoup Marie-Christine. Je suis désolé, mais du fait du temps... On a du temps? On n'a pas de temps. Oui, voilà. On vous donne rendez-vous sur le stand de la Ligue des droits de l'homme à 17h, où il y a Marie Peretti qui va présenter son livre Damnatio Memoriae. Voilà. Et puis, si vous voulez échanger maintenant, mais ce sera sans micro, devant la scène, c'est avec plaisir, je pense. À côté de la scène, puisqu'il va y avoir un autre débat, pardon. Vers le stand, par exemple, voilà. Merci à tous et à toutes.